Le prochain Batman a probablement été choisi, l'intelligence artificielle détruit absolument tout. Salut à tous, ici Reg, on parle des actualités cinéma et séries de la semaine. J'ai envie de commencer avec Sydney Sweeney pour reparler un peu de la polémique et répondre à certains commentaires. Il y a plein de gens qui ont compris que parce que on trouve Sydney Sweeney attirante, j'ai dit qu'on était d'extrême droite. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'aux États-Unis, il y a clairement une envie de la part de l'équipe marketing, relations publiques de Sydney Sweeney de plaire autant aux gens conservateurs et autant aux démocrates de manière générale. C'est pas quelque chose que j'invente, hein. Il y a des statistiques sur ça, il y a des sondages. Elle plaît beaucoup et même énormément aux conservateurs, aux républicains. Elle en profite, là où beaucoup d'acteurs, actrices vont uniquement jouer d'un côté, souvent les démocrates, ou alors de l'autre côté, mais c'est plus rare. Elle fait les deux. Elle a envie de plaire aux deux. Ça fait penser à, je crois que c'était Michael Jordan qui avait dit à l'époque que les républicains achetaient des chaussures aussi. C'est un peu la vibe qu'elle veut avoir. C'est pas une exagération, une hyperbole de dire qu'elle plaît aux deux. Et c'est pas parce qu'on la trouve attirante qu'on est de droite ou d'extrême droite. C'est pas ça le sujet. Mais il y a une ligne directrice, quand même, dans sa promo récente, où elle joue des deux côtés pour plaire. Je dis pas que c'est grave ou pas, du moment que c'est pas fatalement dans le fascisme et autres. Je dis juste que c'est quelque chose qui est vrai et qu'elle fait. C'est pas quelque chose que j'invente, hein, c'est comme ça. Donc, j'avais envie de revenir vite fait sur ça et parler des autres actualités avec Odé Ataline, je crois qu'on prononce comme ça, qui était donc l'un des journalistes du film documentaire qui était vraiment bien, qui s'appelle No Other Land, qui a gagné l'Oscar. Eh bien, il a été tué par des colons. Voilà, c'est encore pareil, hein, toujours la même chose. L'un des réalisateurs avait été enfermé, torturé pendant des jours. Là, lui a tout simplement été tué par les colons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à ce stade? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut citer comme chose? C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Il y a un vrai cynisme, je pense, qui se dégage ces derniers mois, ces dernières années. C'est plus possible. Tu fais un film à Oscar et tu te fais massacrer par littéralement des colons. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Je sais même plus quoi dire à ce sujet-là, parce qu'à chaque fois j'en parle et tout, mais c'est déprimant. Donc je vais juste en reparler, paix à son âme, à ses amis, sa famille, parce que ce qui se passe là-bas n'est absolument pas normal. La colonisation, l'apartheid, c'est honteux. Pour changer complètement de sujet, hein, désolé, hein, je voulais juste parler de ça et passer à autre chose parce que c'est toujours un peu déprimant et lourd. J'ai envie de parler des bandes annonces qui ont été diffusées. La bande annonce de Eternity qui a été diffusée, c'est une sorte de rom-com, on a l'impression, où les gens qui arrivent au paradis, entre guillemets, doivent choisir une âme sœur pour vivre l'éternité avec cette personne. Donc on a cette femme, elle est interprétée par Elizabeth Olsen, qui doit choisir entre ces deux personnages. Voilà, deux acteurs un peu en vogue aussi. Ça a l'air sympathique, rom-com un peu touchante, avec un peu de drame, high concept entre guillemets. Ça fait penser un peu à The Lobster, mais en moins bien, forcément. Donc oui, je pense que ça peut être cool, ça peut être divertissant, à voir ce que ça va donner. En termes de bande-annonce, on a aussi Goat avec Stephen Curry, je crois qu'on prononce. Je suis pas du tout dans le basket, je regarde pas du tout le basket. Mais la bande-annonce de son biopic, entre guillemets, d'animation fait par Sony, c'est pour ça que ça ressemble pas mal à Spider-Verse aussi en termes d'animation. Spider-Verse a vraiment changé le monde de l'animation pour toujours, c'est assez dingue. Ça a l'air pas mal du tout, pour le coup, ça a l'air drôle, ça a l'air touchant, ça a l'air fun, ça a l'air dynamique. Moi qui suis pas du tout le basket, j'aime bien les films de sport. Et là, film d'animation, de sport, avec de l'humour, un délire un peu à la Zootopie, bah, le côté goat et tout. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Ça a l'air divertissant, ça peut être mignon, ça peut être bien. Donc j'ai envie d'y croire un petit peu. Après, c'est toujours un peu compliqué parce que les biopics comme ça, de personnes qui ont existé ou qui existent encore en mode animation, on l'a vu avec le Pharrell Williams qui a pas du tout marché, j'ai toujours pas vu. D'ailleurs, ça marche pas toujours très très bien. Là, le basket, on verra ce que ça va donner, mais ça a l'air pas mal, honnêtement. Regardez la bande-annonce, Goat, ça s'appelle, ça a l'air cool. On a aussi eu une actualité assez rigolote concernant Ari Aster. Son père lui a dit de ne plus écrire ses films après le flop qui était Boys Afraid. Moi, je fais partie des gens qui ont défendu Boys Afraid, je trouve que c'est un super film. Et apparemment, vu le flop, entre guillemets, d'Eddington, il aurait dû l'écouter. C'est ce qu'il a dit en rigolant. Je pense qu'Ari Aster, il n'a pas de souci à se faire. Oui, il a fait 2 flops là en ce moment. Mais je pense qu'Eddington, c'est un projet qui va bien marcher en streaming. Pour le coup, mine de rien, c'est pas un projet qui a coûté extrêmement cher. Il a coûté moins cher que Boys Afraid, c'était que 25 millions. Il n'a pas du tout rentabilisé en termes de box-office, on est d'accord, hein, mais avec le streaming et d'autres ventes, je pense que ça peut le faire. Et c'est un film qui est intéressant, Eddington. Boys Afraid aussi, même si c'est celui que je préfère le moins de sa carrière, je trouve qu'Eddington propose quelque chose et fascinant de la part du réal, de ce qu'il raconte, de la famille et tout. J'en ai fait une critique, hein. Évidemment, c'est un bon film. Maintenant, j'espère qu'il a encore plus d'opportunités de faire des choses, encore une fois, plus grand public, comme Hérédité et Midsommar. Mais s'il veut continuer de faire des choses, voilà, comme ça, qui lui semblent plus artistique, plus osé, comme Boys Afraid, comme Eddington, pourquoi pas, au final. Voilà, on soutient les artistes dans ce qu'ils veulent faire, et tant qu'il fait des bons films, c'est tout ce qui compte. J'espère juste qu'il sera pas coincé économiquement, parce qu'ils veulent plus leur donner de l'argent pour faire des films, parce que Boys Afraid, c'est 40 millions, c'est un flop, Eddington, 25 millions, c'est un flop pour l'instant. Prochain projet, 15 millions, 20 millions, à voir ce que ça va donner, ou alors il va vendre, entre guillemets, son âme un petit peu à un gros studio pour faire un gros projet d'horreur à 80 millions.
Dans tous les cas, moi je regarderai parce que j'aime beaucoup Ari Aster, donc je lui fais confiance, mais ça m'a fait rire qu'il assume entre guillemets son flop et qu'il soit peut-être pas fait pour le monde entre guillemets grand public, c'est la blague qu'il a fait en interview. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite parce que c'est un très bon gars. Na Hong-jin prépare son prochain film, il n'a pas fait de film depuis The Wailing, qui était un très très bon film, The Wailing, et apparemment il va sortir l'été prochain. Le casting est assez dingue, Alicia Vikander, Michael Fassbender, Taylor Russell, Cameron Britton, Wang Young-min, Hoi-yeon. Désolé, je prononce très très mal les noms sud-coréens, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment le tournage est fini, ils veulent juste trouver des distributeurs. L'année prochaine visiblement, à voir ce que ça va donner, ça me donne grave envie. The Wailing, c'était absolument exceptionnel. Une petite histoire un peu touchante par rapport à George Lucas, qui vous le savez, moi... Je le déteste pas en tant que personne, mais j'aime pas ce qu'il a fait avec la prélogie Star Wars et je pense qu'il a vraiment tué Star Wars malheureusement avec sa mise en scène, avec son scénario. Pourtant, je l'ai mis en tant que scénariste sur la trilogie originale, sur Indiana Jones et pas mal d'autres projets. Ses premiers projets en tant que metteur en scène étaient pas mal, mais depuis la prélogie, pour moi, il a plus rien fait d'intéressant et il a arrêté. Et j'ai toujours dit que c'était dommage qu'un mec comme lui, qui a de l'argent illimité, qui peut faire ce qu'il veut, a arrêté de faire du cinéma. C'est dommage que justement cette passion du cinéma a un peu disparu parce qu'il n'est pas producteur, il n'est pas scénariste, il fait plus rien en fait fatalement depuis Indiana Jones. Je crois qu'il a quasiment rien fait. Il avait fait un film avec des avions qui étaient vraiment pas bien, mais bref, il fait plus grand chose. Mais c'est un mec qui devient de plus en plus apprécié et honoré comme une sorte de légende du cinéma. Et c'est vrai, hein, il a changé le monde du cinéma pour toujours, c'est une évidence. Et c'est intéressant parce qu'il a battu un record à la Comic-Con. La Comic-Con, vous savez, c'est ces grosses conventions où il y a plein de studios qui viennent présenter des films et tout. Et c'est 6500 personnes qui étaient présentes. C'est le record de la Comic-Con. Je trouve ça un peu mignon, un peu touchant, même si on n'aime pas tout ce qu'il a fait. C'est cool qu'il soit honoré comme ça. Et j'espère peut-être que sa passion du cinéma, de la série, peu importe, hein, revienne de nouveau, qu'il fasse des projets, qu'il la fasse peut-être un peu la Francis Ford Coppola, qui est lui aussi extrêmement riche, qu'il fasse une sorte de mégalopolis, pourquoi pas. Mais c'est que là, il a l'air paisible, il a l'air d'être à la retraite. Voilà, s'il veut revenir, tant mieux, c'est cool. S'il veut jamais rien faire de sa vie en termes de cinéma, c'est ok aussi, il fait ce qu'il veut évidemment, mais c'est dommage parce que franchement on avait l'impression que c'était être l'un des piliers d'Hollywood et depuis la prélogie c'est vrai qu'il a complètement disparu, mais je peux comprendre, hein, vu comment la prélogie s'est fait défoncer aussi, par des gens comme moi, hein, c'est normal, mais d'un certain point de vue c'est dommage aussi parce que je pense qu'un grand retour de George Lucas plairait à beaucoup de monde, mine de rien. Apple a présenté une nouvelle bande-annonce de Lost Boss de Paul Greengrass, un réalisateur que moi j'aime bien, Matthew McConaughey au casting, ça a l'air pas mal du tout comme film, c'est un film Apple qui sort le 3 octobre, on a enfin une date donc ça peut être divertissant à voir. Et concernant Présumé Innocent saison 2, c'est Jack Reynor qui rejoint Rachel Brosnahan au casting, c'est elle qui sera le rôle principal et on sait maintenant que ça sera adapté de Dissection of a Murder, donc c'est apparemment une toute nouvelle œuvre, donc ça qui sera le support pour cette saison 2. Rappelez-vous, la saison 1 avec Jake Gyllenhaal était adaptée du film Présumé Innocent, là ça sera adapté d'autres choses, donc ils vont faire j'imagine à chaque fois des adaptations et non pas que des histoires originales. Ça peut être pas mal, divertissant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La saison 1 était vraiment cool et je pense qu'en lead elle peut être vraiment bien et l'acteur aussi je l'aime bien, Jack Reynor, donc pourquoi pas. Will Smith quitte Slow Horses, alors oui c'est ce Will Smith là et non pas l'autre, c'était le showrunner de Slow Horses pendant 5 saisons, là il y a la saison 5 ou 6 qui sort en septembre, bref il a quitté la production, il a quitté le projet parce qu'il voulait faire autre chose, tout simplement ça fait 5-6 ans qu'il bosse dessus, donc c'est pas étonnant, mais vu que de toute façon Slow Horses est adapté de plein de bouquins, je pense que la série va pas forcément souffrir de son départ, hein, tout dépend. Et Slow Horses c'est vraiment bien, si vous l'avez pas vu c'est sur Apple et ça déchire, il y a pas beaucoup d'épisodes, c'est divertissant, c'est top. On a quelques informations concernant God of War, la série télé, il y aura donc 10 épisodes. La série est en train d'être écrite, ça sera durant la période nordique qui va se focus sur la relation entre du coup Kratos et Atreus. Ça sera aussi supervisé par Cory Barlog qui était donc le créateur, un game director je crois de God of War 2 et du coup de God of War 2018. C'est lui voilà le chef entre guillemets de God of War depuis quelques décennies presque j'ai envie de dire, mais c'est lui qui va bosser sur la série, on ne sait pas s'il sera producteur, s'il sera scénariste comme Neil Druckmann par exemple sur The Last of Us. On sait pas trop pour l'instant, mais ils prennent cette série au sérieux, ils travaillent vraiment activement dessus, lui et le showrunner, et le tournage ne va pas commencer avant 2026. Alors je parle pas de début 2026, mais avant 2026 tout court. Donc le tournage peut très bien commencer fin 2026 pour une sortie en 2028. Donc God of War, ça sera pas avant 2027 au plus tôt. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre au casting, parce que c'est un projet moi qui m'intéresse, hein, j'adore God of War, hein, je les ai quasiment tous faits, et j'ai envie de savoir comment ils vont adapter ça, parce qu'en termes de budget, ça aurait été meilleur en film, ça c'est quasiment sûr, mais je suis curieux de voir comment ils vont mettre en avant ces énormes créatures, ces énormes effets spéciaux. Est-ce qu'ils vont raconter la même histoire au final que le God of War 2018? Ça serait bien, hein, parce que l'histoire est très bien cinématographique, mais est-ce qu'ils vont la tenter en plan séquence comme le jeu vidéo? Ça m'étonnerait, ça pour le coup ça serait beaucoup trop compliqué, sauf s'ils font des faux plans séquences, mais ça serait quand même énormément de travail mine de rien, donc... Voilà, bénéfice du doute encore une fois, le showrunner a l'air inspiré même s'il n'a pas fait le jeu vidéo pour le coup, donc c'est pas un crime non plus si Cory Balrog travaille dessus, on va voir ce que ça va donner.
contrairement à Les Anneaux de Pouvoir qui me hype pas du tout parce que la pré-prod vient de commencer, donc le tournage sera l'année prochaine ou en fin d'année. Ça veut dire que la série sortira en 2027. 3 ans d'attente entre une saison 2 et 3, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. C'est pas normal que la pré-prod commence maintenant. La série est sortie l'année dernière. Normalement, la pré-prod d'une vraie série commence limite pendant la diffusion de la saison précédente. Alors oui, ils ont mis du temps à être renouvelés parce qu'ils n'étaient pas confiants à Amazon par rapport au projet, parce que la saison 2, non pas qu'elle a floppé, mais elle a beaucoup moins bien marché que la saison 1. Et la saison 3, si elle marche encore moins bien, ce qui sera probablement le cas parce que la saison 2 était vraiment pas bien, bon, voilà, il y a moyen qu'elle soit annulée, on verra ce que ça donne, mais s'il faut attendre 2027, 3 ans pour une nouvelle saison, honnêtement, moi j'en ai plus rien à faire de ce genre de série, déjà que c'était pas exceptionnel. Sur Netflix, c'est le tournage évidemment de The Continuing Adventures of Cliff Booth, qui a débuté avec David Fincher, Brad Pitt et Eric Messerschmidt en directeur de la photo. C'est intéressant parce que c'est celui qui a bossé avec David Fincher depuis tant d'années et tant de projets. Il est oscarisé d'ailleurs pour Manque, si ma mémoire est bonne. Bref, ça a l'air horrible. Je sais pas pourquoi ils font ce projet, je sais pas pourquoi David Fincher fait ça, je sais pas pourquoi Quentin Tarantino a donné ce projet comme ça. Ça donne pas envie. Je suis désolé, hein, peut-être on verra la bande-annonce dans 6 mois et je vais grave kiffer, je vais avoir envie de le voir. Mais la suite d'un projet de Tarantino qui sort uniquement sur Netflix avec David Fincher en réal, c'est déprimant. Ça, c'est typiquement le genre de projet qui sort en salle. En plus, Once Upon a Time in Hollywood, c'est le projet de Tarantino qui a le mieux marché de sa carrière. Désolé d'être un peu cynique et tout, mais ça me déprime. Ça pue un peu le téléfilm à la David Fincher, alors que David Fincher, moi j'aime bien tous ses projets. Même les derniers, Manque et The Killer, moi j'ai défendu, ils sont pas incroyables, mais je les trouve bien quand même. Là, je sais pas, je vois pas du tout un scénario de Tarantino bien se combiner avec la mise en scène de Fincher. Mais à voir ce que ça va donner, ça peut être un exercice intéressant. J'ai peur que ce soit juste un film fait comme ça à l'arrache, vite fait, on verra bien. Untamed aura le droit à une saison 2. J'ai pas vu la saison 1, apparemment elle est pas mal, j'essaierai de regarder, mais une saison 2 est prévue pour ceux qui l'ont vu. Dites-moi dans les commentaires si elle est bien, voir si je commence ou pas. Le tournage de la série Three Body Problem va bientôt commencer avec évidemment des nouvelles personnes au casting, dont Claudia Doumit et Ellie DeLange qui ont rejoint ce fameux casting, donc j'imagine une sortie pour fin 2026 ou 2027, mais apparemment ils vont tourner les 2 saisons d'un coup, donc ça peut être pas mal en réalité, mais ça veut aussi dire qu'on va devoir attendre encore plus de temps, mais moins entre la saison 2 et 3 qui sera la dernière. Pour rappel, moi j'ai bien aimé Le Problème à 3 corps, ça m'a donné envie d'ailleurs d'écouter les livres, chose que j'ai faite, donc oui, j'ai hâte de voir la suite, je pense qu'ils peuvent oser et aller assez loin, et je pense que ça peut être vraiment bien, mais encore une fois, il faudra attendre un long moment. James Cameron a dit qu'il serait pas contre continuer l'univers Avatar en série comme Animatrix. À l'époque, vous savez que l'univers Matrix, il a dit qu'il va réaliser le 4 et 5 si sa santé le permet, mais pour l'instant, il est en bonne santé. Mais surtout que, oui, pourquoi pas créer, je sais pas, il a dit la première colonisation de Pandora et plein d'autres choses dans l'univers, ça serait possible. De toute façon, je pense que lorsque lui partira, que ce soit en termes de réal ou littéralement dans la vraie vie, il y aura quand même du Avatar, c'est sûr. Ça sera pas la même, on va dire, substance, ça sera pas la même beauté, c'est évident, mais en tout cas, il y aura de l'Avatar, il a envie de préparer ça. Je sais pas si c'est lui qui possède la licence ou la Fox, enfin la Fox, Century Studios aujourd'hui, mais j'ai hâte de voir ça, et oui, il va faire les prochains films Avatar, j'aimerais juste qu'il fasse d'autres projets entre-temps, j'en ai déjà parlé. Zootopie 2 a le droit à une nouvelle bande-annonce, et ça a l'air bien, ça a l'air drôle, ça a l'air touchant, ça a l'air fun, ça a l'air de l'action, de l'aventure et tout, pourquoi pas, j'ai pas grand-chose à dire, ça a l'air vraiment bien, j'ai hâte de voir ça du coup le 26 novembre en France si je dis pas de bêtises. Le casting des X-Men va bientôt commencer, c'est Jack Schreier, du coup le réalisateur de Thunderbolts qui s'occupe des X-Men qui en a parlé, c'est lui qui va mettre en place ce casting aussi, avec des acteurs moins connus, pour une raison simple, il veut pas que le film coûte trop cher, ils veulent faire des économies chez Marvel, et c'est logique, et le casting devrait commencer bientôt, donc j'imagine que X-Men sortira bel et bien en 2028, et ça sera la première pièce au nouvel édifice de la nouvelle phase du MCU, ce fameux reboot, on verra bien, mais je suis assez curieux parce que j'aime bien ce qu'a fait Jack Schreier avec Thunderbolts. Une nouvelle franchise X-Men avec un vrai reboot, moi ça me chauffe plutôt bien aussi, parce qu'il y en a eu tellement de reboots X-Men, mais là ils peuvent le faire vraiment bien. Ils sont pas pressés par contre de faire Deadpool 4, ce qui me semble logique, par contre ils sont pas pressés pour faire Blade, et ça m'énerve. Genre littéralement, ça veut dire qu'on aura Blade en 2028, donc 9 ans après l'annonce du projet, est-ce que ça serait pas ridicule? Pour moi, aujourd'hui, c'est un projet qui n'existera pas, à force. Ça fait 6 ans qu'ils ont annoncé Blade, et ils n'ont pas envie de le faire pour l'instant. C'est ridicule, donc j'espère que dans 2-3 mois, on aura une annonce où le tournage va bientôt commencer, ça serait bien, mais pour l'instant, Mahershala Ali est gâché. C'est une blague. Deadpool, je comprends, hein, mais Blade, Mahershala Ali, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'ils trouvent un réal, si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas encore le scénario parfait, c'est assez ridicule, ça m'énerve par rapport à ça, j'espère voir Blade bientôt, parce que Blade, c'est mortel. Mine de rien. Les 4 Fantastiques, j'ai une actualité assez intéressante par rapport à ça, c'est que vous savez, il y a plein de films qui font plein de partenariats avec des entreprises, surtout aux États-Unis et tout, mais des entreprises comme, je sais pas, Burger King, comme, je sais pas, des marques de voitures et tout, ça a beaucoup été fait avec Barbie. Il faut savoir que pour les 4 Fantastiques, c'est un nouveau record depuis No Way Home de 170 millions
de valeur média. C'est-à-dire que c'est la valeur en termes financiers de ce que représentent ces partenariats. Donc c'est l'exposition sur les réseaux, les partenariats et tout de manière générale. C'est ça que ça a créé. Et c'est pour ça que beaucoup plus de films aujourd'hui remettent à la mode les partenariats. On l'a vu aussi avec Apple et F1 qui a littéralement été payé par des boîtes pour mettre dans le film des pubs. Mais là, si on parle vraiment de partenariats, comme l'a fait Barbie, comme a fait No Way Home, comme a fait Les 4 Fantastiques, comme a fait Superman, vous savez, les trucs Burger King, McDo, tout ça, bref, il y a plein d'exemples en tête. Hein. Ça donne beaucoup de visibilité à ces projets et c'est quelque chose que fait Hollywood de plus en plus parce que les gens aiment bien, les gens achètent et ça montre que maintenant, les gros blockbusters auront encore plus de partenariats parce que ça rapporte de plus en plus d'argent et je trouve ça assez intéressant et je voulais en parler. J'ai envie de parler de l'intelligence artificielle. Voici donc le Magicien d'Oz, la version plus ou moins originale ici en 1939 et la version IA de la sphère. Vous savez, la sphère de Las Vegas, ils veulent projeter des films, mais pour projeter des films sur la sphère, il faut les rendre sphériques, ces films. Donc il faut changer les plans, il faut tout changer, littéralement. Donc voici une image comparative, je vais vous montrer une deuxième juste après, mais regardez déjà la différence. Ils ont clairement enlevé le grain de l'image, ce qui est assez sale, mais bon, le grain, il y a débat sur ça, on peut l'enlever, pas l'enlever, parce que c'était entre guillemets un défaut de la pellicule. Bon, le grain, c'est la chose qui me dérange le moins. Ils ont enlevé le grain. Par contre, du coup, avec de l'IA, parce que c'est avec de l'IA qu'ils ont fait tout ça, hein, ils ont rendu le visage beaucoup plus lisse. Ils ont changé les couleurs aussi, forcément, parce que c'est plus lisse. Ils ont changé la photo. Mais la chose la plus choquante ici, regardez, c'est que le focus a été changé. Pourquoi? En réalité, c'est logique, parce que vu que ce sera sur une sphère, il faut enlever le focus. Parce que si tu montes ça sur la sphère, en fait, tout est flou sauf le personnage. C'est moche. Du coup, ils ont enlevé le focus aussi. Ils ont créé ça par IA, parce que ça n'existe pas, en réalité, ce plan. Vous voyez hein, d'où ça sort ce truc? Non, c'est inventé par IA, c'est ridicule. Ils ont complètement déformé l'œuvre. Voici le plan original. Voici le plan dans la sphère de l'IA. Est-ce que c'est pas honteux? Non mais je suis désolé de le dire, hein. Moi je trouve ça honteux, je trouve que c'est complètement détruire une œuvre, c'est la changer, c'est la massacrer, c'est ridicule. C'est ridicule. Je veux dire, la sphère peut montrer un écran, la sphère peut faire un rectangle et diffuser un film comme ça, c'est possible. Oui, ce sera un peu ondulé, mais c'est possible. Là, ils veulent mettre en avant l'expérience, du coup ils ont recréé des choses qui n'existaient jamais. C'est honteux. Moi je suis désolé de le dire, hein. Peut-être je suis vieux déjà, boomer et hack, mais je trouve ça honteux. Vous allez dire, ouais, mais c'est pour l'expérience et tout. C'est quelque chose qui est travesti ici. Ils ont complètement massacré l'œuvre originale. C'est pas du tout la même vision, le même truc et tout. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Désolé de le dire, moi, je trouve ça dégueulasse. Encore, si tu refaisais un film, si tu faisais un reboot, un remake et tout pour la sphère, why not? Pourquoi pas? Mais là, c'est le même film qu'ils ont complètement modifié par IA. Rien n'est pareil. Rien du tout. Tu ne vois pas le Magicien d'Oz. Tu vois une abomination. Disons les choses. Une abomination générée par IA, générative avec du vol et tout, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Ça me dégoûte. Tiens, il y a des studios qui font de la reconstitution, qui font de la restauration de projets comme ça, qui reprennent la pellicule, la font en 4K, en IMAX, tout ça. Non, là, c'est l'IA générative pour faire un truc sphérique dégueulasse où on invente de l'image et tout. Désolé, hein, je trouve ça complètement con. Et pareil, si on parle d'IMAX, ils ont lancé un festival de films IA. Voilà, l'IMAX Runway. Runway, c'est une entreprise qui fait l'IA générative. Film festival. Qu'est-ce qui se passe, quoi? IMAX, ils font un travail pareil de reconstruction, restauration de projets en IMAX, de vieux films et tout, donc ils font un vrai travail par rapport à ça, que ce soit d'animation et autres, et c'est cool de pouvoir voir ces films dans une meilleure qualité, meilleur son et tout, c'est génial même, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Eux qui sucent constamment Christopher Nolan, à juste titre, hein, par rapport à l'IMAX, là, d'un coup, ils font l'IA. Je pense que si Nolan voit ça, c'est la fin. Hein. Non mais sans déconner. Si Nolan voit ce que fait IMAX, c'est ridicule. Il y a un festival de 3 jours, ils vont mettre en avant l'IA. Voilà, c'est la fin du monde. Et pourquoi c'est la fin du monde aussi de l'art? Parce que il y a des trucs comme, vous savez, l'épisode de South Park, je sais pas si vous l'avez vu, mais South Park en ce moment, ils vont clasher Trump constamment. Ils ont pris 1,5 milliard, j'en ai parlé dans ma présente vidéo actualité, ils ont pris 1,5 milliard de Paramount, et là, ils vont faire que clasher Trump pour fêcher la Paramount, j'en ai parlé, allez voir la dernière vidéo. Mais là, ils ont fait un passage de Trump à poil dans le désert, et j'ai vu ça, je me suis dit, bah en fait, c'est l'IA, c'est moche, c'est littéralement un deepfake, et non, ça l'est pas. Ils ont littéralement tourné ça dans la vraie vie, dehors, j'espère que je peux montrer ça, parce qu'en vrai, il est pas à poil, il est... Voilà, comme ça, avec des vêtements transparents et beige un petit peu, mais ils l'ont fait dans le désert. Et ils ont un vrai gars qui ressemble à Trump. Alors peut-être ils ont fait un deepfake sur le visage de Trump, hein, ou de cet acteur en tout cas, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait. Et moi j'ai vu ça, je me suis dit, bah South Park, ils n'ont pas le budget ou ils n'ont pas l'envie, ils vont le faire en deepfake et IA. Et moi j'étais un peu vénère, je faisais un peu con. Je me suis dit, c'est un peu triste, mais bon, à la limite, je peux comprendre South Park qui a envie de critiquer à fond. Mais non, ils l'ont fait pour de vrai. Donc South Park, ils ont plus d'âme, plus d'identité que tous ces studios de merde qui font l'IA. Et je trouve ça bien. Fatalement. Parce que oui, même Amazon investit dans Showrunner, c'est une plateforme d'IA, de IA générative, où ils vont laisser des gens créer des séries et des œuvres avec des prompts.
et ensuite ces œuvres seront diffusées. Et Amazon investit massivement dans une plateforme d'IA où les gens vont faire leur propre série. Qu'est-ce que vous voulez que je dise par rapport à ça? Non mais on en est où? On en est où? Non mais c'est ridicule. Encore, à la limite, un jeu vidéo et tout, où tu peux faire ça sans IA générative, pourquoi pas, mais non. Là, c'est l'IA générative qui va voler d'autres séries pour faire d'autres séries de merde, et ça va cartonner, c'est sûr. Parce que les gens vont jouer avec, ils vont s'amuser. Moi, je suis au bout de ma vie, hein. Désolé, hein. Désolé d'être cynique, pessimiste comme ça, mais je suis au bout de ma vie par rapport à ça, et ça me saoule. Il y a des choses positives, comme DreamWorks et The Bad Guys 2, qui ont littéralement mis une clause légale, et dans le générique du film, et par rapport à tout ce qui se fait dans le film de manière légale, une clause anti-IA. Les IA n'auront légalement pas le droit de prendre du contenu de Bad Guys 2. Et je trouve que c'est une très bonne chose et plein d'autres studios devraient faire ça parce que c'est la chose à faire. Est-ce que ça va être respecté? On verra bien. Mais je trouve ça ridicule à quel point il faut se protéger contre ce genre de choses. J'ai envie de parler maintenant du potentiel casting du coup de Batman, enfin de Batman, vous avez compris, hein, de Brave and the Bold du DCU. Voici Brandon Sklenar que moi j'ai uniquement vu dans le film Drop Game récemment et il était pas mal. Honnêtement dedans. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui comme le prochain Batman? Parce que c'est une rumeur de casting depuis des années. Mais là, il est en plein entraînement. Il est hyper stock, hyper baraque. Regardez-moi ça. Mais surtout qu'en fait, son coach et lui, qui ont posté cette image ensemble, sont en train de liker tous les commentaires Instagram qui parlent de Batman. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, il s'entraîne pour Batman et tout ». Le mec like, enfin le mec, pas Brandon, hein, mais son coach like constamment ses posts et ses commentaires. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que le tournage de Clayface, le film d'horreur du DCU qui sort en octobre 2026 du coup, va commencer là. Ou alors il a déjà commencé je crois, mais il va commencer cet été. Et j'imagine du coup que Clayface aura un ennemi et ce sera Batman. Donc c'est logique, d'après moi, que ce mec-là soit le Batman du DCU. Il a le bon âge, il a la bonne taille, il a les bons muscles, il a tout ce que vous voulez. Le bon acting visiblement du seul projet que je l'ai vu pour le coup, mais il était vraiment bon dedans. Et s'il est dans le Clayface en tant que caméo ou en tant qu'ennemi à la fin, pour moi, c'est l'introduction parfaite, du coup, de Batman dans le DCU. Pourquoi? Parce qu'on introduit Batman dans le DCU dans Clayface, c'est logique. Ensuite, on a deux Batman qui sont en 2027 avec Robert Pattinson. Et ensuite, on a Brave and the Bold qui peut sortir en 2028. Ils espacent les Batman, on peut avoir deux acteurs Batman sans problème, et c'est le compromis idéal et parfait. Donc là, le fait que Batman soit dans Clayface est fortement probable. Pour le coup, à voir ce que ça va donner, mais je pense qu'ils vont confirmer le casting de Batman cet été. Et de toute façon, rappelez-vous, James Gunn a dit qu'il allait faire des annonces assez impressionnantes hein, par rapport à Superman 2, entre guillemets, de Batman et tout ça, bientôt. Donc on va en parler, mais il y a de fortes chances que ce mec-là soit le prochain Batman. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.